Il existe une loi non écrite dans la diplomatie mondiale. Jamais un allié ne tourne le dos à son protecteur devant tout le monde. Jamais. Eh bien, cette semaine, cette loi vient d'être violée. Et ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, c'est le Canada. Ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes, vous ne l'entendrez pas formulé ainsi sur les grandes chaînes, parce que la plupart des journalistes regardent les insultes. Moi, je vais vous montrer les signatures. Et la différence entre ces deux choses va déterminer qui dirige l'Occident d'ici 10 ans. Restez avec moi. Imaginez une horloge. Pas n'importe quelle horloge. Une horloge qui tourne depuis 1945. 80 ans d'un mécanisme parfaitement huilé entre deux pays partageant 8891 km de frontières communes. La plus longue frontière non défendue de toute l'histoire humaine. 80 ans de chaînes d'approvisionnement imbriquées, d'accords de défense partagés, d'intelligence commune, d'énergie intégrée. Deux nations, une seule machine. Cette semaine, quelqu'un a retiré une pièce maîtresse de cette horloge. Et ce quelqu'un n'est pas l'ennemi, c'est le voisin. La plupart des médias vous parlent de l'insulte, ils vous parlent du ton, ils vous décrivent une querelle de voisinage, quelques mots durs échangés au-dessus d'une clôture. C'est une erreur fondamentale d'analyse. Ce qui vient de se produire n'est pas une querelle, c'est une reconfiguration architecturale. Et quand vous comprendrez la différence, vous verrez pourquoi Washington n'a pas simplement perdu un argument. Washington vient de perdre le contrôle d'une variable qu'il croyait acquise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce que je vais vous montrer. Les 3 signatures qui ont changé l'architecture de l'Occident. L'homme qui les a apposées sans trembler. Et ce que ça signifie concrètement pour vous, où que vous soyez ce soir, que vous habitiez Montréal, Paris, Bruxelles ou Dakar. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous poser une question simple. Pas une question rhétorique, une vraie question. Si votre associé le plus fiable vous traitait publiquement de parasite depuis 2 ans, s'il remettait en cause vos contrats, déniait votre travail, menaçait d'absorber votre entreprise, à quel moment exactement décideriez-vous de chercher de nouveaux partenaires? 1 an? 18 mois? 2 ans? Mark Carney, lui, a attendu exactement ce qu'il fallait. Pas un jour de trop, pas un jour de moins. Et quand il a bougé, il n'a pas improvisé. Il avait déjà construit la route de sortie pendant que l'autre construisait le mur. Posez votre réponse en commentaire. À quel moment auriez-vous pris cette décision? Et abonnez-vous maintenant. Parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes, les décisions sur les sous-marins, le contrat des F-35, le pivot énergétique vers l'Asie, tout ça arrive. Vite, vous ne voulez pas manquer la suite. Pour comprendre ce qui vient de se passer, il faut remonter à Davos, pas à cette semaine. À la fin janvier 2026, Donald Trump se tient devant les dirigeants mondiaux réunis au Forum économique mondial. Il a la parole, il a l'attention de la planète entière. Et ce qu'il choisit de faire avec cette attention, c'est de railler les contributions militaires canadiennes à l'Alliance occidentale. Il appelle ces contributions des trophées de participation. Il remet en question la valeur de 457 soldats canadiens tombés dans des opérations alliées depuis la Première Guerre mondiale. 457 morts, traités publiquement comme une comptabilité insignifiante. Maintenant, voilà ce que peu de gens savent. L'homme assis de l'autre côté de cette insulte n'est pas un politicien de carrière qui calcule ses points dans les sondages. Mark Carney a dirigé la Banque d'Angleterre pendant la crise financière de 2008. Il a tenu la livre sterling quand les marchés plongeaient. Il a géré des risques systémiques que la plupart des chefs d'État ne comprennent même pas. Ce type ne fait pas d'éclat de colère. Il construit des contingences et la contingence était déjà prête. Voilà la réalité des 72 heures qui ont changé la carte de l'Occident. 3 mouvements, 3 signatures, chacune une pièce retirée de l'architecture que Washington croyait permanente. Premier mouvement. Le 16 février 2026, le ministre canadien des Finances, François-Philippe Champagne, s'assoit à une table à Bruxelles. Pas n'importe quelle table. La table de l'Eurogroupe, le cercle intérieur de la gouvernance économique de la zone euro. Les 19 ministres des Finances des pays partageant la même monnaie, le même destin économique, la même architecture réglementaire. Ce club n'a jamais, depuis sa création, invité un ministre non européen comme partenaire stratégique. Jamais. Jusqu'à ce soir-là. Le président de l'Eurogroupe, le grec Kyriakos Pierrakis, a personnellement étendu cette invitation. L'objectif officiel énoncé, développer des engagements communs sur la sécurité économique et la stabilité financière mondiale.
Mais dans le langage diplomatique, sécurité économique signifie aujourd'hui exactement une chose: comment réduire notre dépendance à un partenaire dont nous ne pouvons plus garantir la prévisibilité. L'Europe regardait Washington, elle voyait le chaos. Elle regardait Ottawa, elle voyait un état de droit, des accords de libre-échange opérationnels, un membre du G7 qui parle le langage des institutions. 90 minutes après l'ouverture de la session, les marchés des devises ont bougé. Le signal était reçu. Washington n'était pas dans la salle, et cette absence pesait plus lourd que n'importe quel discours. Permettez-moi de m'arrêter une seconde ici. Je sais ce que certains pensent en ce moment. C'est de la haute diplomatie. C'est loin de moi. Ça ne touche pas ma vie. Permettez-moi de vous donner un seul chiffre qui va changer cette impression. 2,2 billions de dollars. C'est le volume annuel des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis. 2200 milliards. Si cet espace économique était un pays indépendant, il se classerait parmi les 8 premières économies mondiales. Ce n'est pas une ligne dans un bilan, c'est l'artère principale du cœur économique nord-américain. Chaque fois que cette artère se contracte, vous le sentez. Pas dans un rapport du FMI, dans vos prix, dans votre facture d'énergie, dans le coût de l'acier qui entre dans votre voiture, votre réfrigérateur, votre immeuble. L'instabilité entre Ottawa et Washington arrive toujours jusqu'à vous. La seule question est le délai. Deuxième mouvement. Le 15 février 2026, à la conférence sur la sécurité de Munich, le ministre canadien de la Défense, David McGuinty, appose sa signature sur un document qui n'aurait dû exister que dans les scénarios les plus pessimistes des analystes de l'OTAN. Le programme SAFE, Security Action for Europe, 150 milliards d'euros. L'initiative de réarmement de l'Union européenne. Un programme conçu structurellement et explicitement pour sevrer l'Europe de sa dépendance aux chaînes d'approvisionnement militaires américaines. Le Canada vient de devenir le premier pays non européen de l'histoire à rejoindre ce programme. Les entreprises de défense canadiennes peuvent désormais accéder à des financements préférentiels européens. Elles peuvent soumissionner sur des contrats conjoints. Elles entrent dans la mécanique industrielle d'une Europe qui construit son autonomie stratégique hors du périmètre américain. Réfléchissez à ce que ça signifie concrètement. Le Canada et les États-Unis partagent le NORAD, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Ils partagent Five Eyes, le réseau de renseignement le plus sophistiqué de la planète. Ils partagent des décennies d'interopérabilité militaire totale. Et ce même Canada vient de rejoindre officiellement un programme dont l'objectif déclaré est de réduire la dépendance militaire à l'égard des États-Unis. Ce n'est pas une erreur tactique, c'est une décision architecturale. Voilà ce que peu de gens savent sur la genèse de ce mouvement. Il ne date pas de cette semaine, il ne date pas de Davos. Il remonte au partenariat de sécurité et de défense Canada-Union européenne signé à Bruxelles en juin 2025. 9 mois avant les insultes de Davos, Carney posait les fondations légales de ce qui allait devenir le cadre de la reconfiguration de l'Occident. Il construisait la sortie de secours pendant que Trump choisissait encore sa posture pour les caméras. C'est la différence entre la tactique et la stratégie. La tactique répond à ce qui se passe. La stratégie prépare ce qui va se passer. Carney faisait de la stratégie. Troisième mouvement. Toujours à Munich, toujours dans ces 72 heures décisives, 2 autres signatures tombent. Un mémorandum militaro-industriel avec le Danemark et une déclaration conjointe avec l'Allemagne sur la souveraineté en matière d'intelligence artificielle et de technologie critique. Une déclaration conjointe Canada-Allemagne sur l'IA, signée à Munich, sans participation américaine, sans accord préalable de Washington, sans même une consultation informelle. Si vous comprenez ce que ça signifie, vous entendez déjà le tremblement sous les pieds de Capitol Hill. Qui écrit les standards de l'intelligence artificielle écrit les règles du prochain siècle industriel. Qui contrôle les protocoles d'échange de données numériques contrôle l'architecture du commerce mondial de demain. Le Canada et l'Allemagne viennent de commencer à rédiger ces règles ensemble, sans demander la permission, sans négocier d'espace. En le faisant, simplement. Maintenant, parlons de l'homme qui a orchestré tout ça. Parce que comprendre Carney, c'est comprendre pourquoi Washington a été pris complètement par surprise. La plupart des dirigeants, quand un président américain les attaque publiquement, entrent en mode défensif. Ils convoquent une conférence de presse.
Ils agitent le drapeau national. Ils cherchent à paraître forts pour leur opinion publique domestique. Carney n'a fait aucune de ces choses. Aucune. Il est allé travailler. Un ancien gouverneur de banque centrale ne pense pas en cycles électoraux de 4 ans. Il pense en cycles économiques de 20 ans. Il ne mesure pas sa performance aux sondages hebdomadaires. Il la mesure à la robustesse des structures qu'il construit. Et quand un risque systémique se matérialise, qu'il s'appelle crise des subprimes ou pression commerciale de Washington, il ne panique pas, il recalibre. Carney a recalibré, méthodiquement, silencieusement, efficacement. Il y a une ironie au cœur de tout ceci, une ironie que l'histoire retiendra. Donald Trump a passé 4 ans à dénoncer la dépendance européenne à l'égard des États-Unis, à exiger que l'Europe paie pour sa propre défense, à répéter inlassablement que l'Amérique portait seule le fardeau de l'Occident et que les Alliés devaient se prendre en charge. Il le demandait, il le réclamait, il en faisait l'un de ses arguments centraux. L'Europe est en train de faire exactement ça. Elle construit son autonomie stratégique, elle finance son propre réarmement, elle réduit sa dépendance aux contracteurs américains, et le Canada vient de les rejoindre dans cette démarche. Trump voulait que ses alliés soient moins dépendants de lui. Il l'a obtenu. Mais il n'avait pas calculé que moins dépendant signifiait aussi moins aligné, moins consulté et moins redevable. Il a obtenu exactement ce qu'il demandait. Et ça l'inquiète maintenant qu'il voit le résultat. C'est la définition parfaite du calcul mal mesuré. Mais voilà la dimension cachée derrière l'événement apparent, celle que les chaînes d'information n'ont pas encore mise en perspective. Ce que Carney est en train de construire n'est pas simplement un réseau de substitution pour pallier l'hostilité de Washington. C'est l'ossature d'une nouvelle architecture occidentale. Une architecture qui inclut le Canada, l'Union européenne, l'Allemagne, le Danemark, potentiellement le Royaume-Uni, tous coordonnant leurs décisions sur les achats de défense, les standards de l'IA, le commerce numérique et les minéraux critiques, sans passer par Washington. Le Canada contrôle des réserves massives de lithium, de cobalt, d'uranium et de terres rares. Ce sont les matériaux qui entrent dans les batteries de vos véhicules électriques, dans les systèmes d'armement de précision, dans l'infrastructure entière de l'économie de demain. En approfondissant ces partenariats européens, Carney envoie un message aux marchés mondiaux. Si vous voulez les matières premières de la prochaine révolution industrielle, venez à cette table. Et Washington ne fixe pas le prix. Ce n'est pas une déclaration d'indépendance, c'est quelque chose de plus redoutable, c'est une offre alternative. Maintenant parlons des victimes collatérales, parce qu'une reconfiguration de cette ampleur a toujours des victimes. Et elles ont des visages, des salaires, des familles. Imaginez un ingénieur en défense en Pennsylvanie. Il travaille pour un sous-traitant qui fabrique des composants pour les F-35. Son usine emploie 2300 personnes dans une région où le secteur de défense représente 34% de l'emploi manufacturier. Le Canada est en train de réévaluer son contrat de chasseur. Il met en concurrence l'avion américain avec des alternatives européennes. Si ce contrat migre, ces 2300 emplois ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais les commandes se réduisent. Les heures supplémentaires s'évaporent. Et dans 18 mois, on commence à parler de restructuration. Ou prenez une directrice des achats dans une PME agroalimentaire au Michigan. Son entreprise achète 40% de ses emballages auprès de fournisseurs canadiens. La chaîne d'approvisionnement intégrée, c'est son modèle économique. Si les frictions commerciales persistent, ces fournisseurs canadiens cherchent des clients européens. Elles cherchent des fournisseurs américains. Mais les fournisseurs américains coûtent 17% plus cher. Ce différentiel, elles le répercutent sur ses prix. Vous le payez au supermarché. Ces gens-là n'ont pas voté pour une guerre commerciale. Ils ne l'ont pas demandé. Et ils en portent le coup en silence, ligne après ligne dans leur bilan, semaine après semaine. Voilà ce qui rend ce moment historiquement singulier. Depuis 1945, la domination américaine sur l'Occident reposait sur une prémisse fondamentale. Les Alliés n'avaient donc pas de plan B. Pas parce qu'ils étaient naïfs, parce que construire un plan B prend du temps, des ressources, de la volonté politique. Pendant des décennies, ces 3 ingrédients n'étaient pas réunis. L'Europe était divisée, le Canada était trop intégré à l'économie américaine pour s'en distancer. Le Japon et la Corée du Sud regardaient vers le Pacifique avec inquiétude et vers Washington avec nécessité. Ce que Trump n'a pas compris, ce qu'aucun de ses conseillers n'a apparemment modélisé, c'est que sa stratégie d'isolation a des effets inverses au-delà d'un certain seuil de pression. En dessous du seuil, les alliés se plient. Au-dessus du seuil, ils se tournent les uns vers les autres.
Ils commencent à construire le plan B qu'ils n'avaient jamais eu besoin de construire. Trump a franchi le seuil. Et maintenant, le plan B s'appelle l'Eurogroupe, le programme SAFE et une déclaration commune Canada-Allemagne sur la souveraineté numérique. Voici quelque chose que les analystes ne disent pas encore clairement. La stratégie de Trump repose sur un axiome. Chaque cible doit croire qu'elle est seule, seule contre la masse économique américaine, seule contre les tarifs douaniers, seule contre la pression diplomatique. Isoler chaque joueur, traitez-les séparément et chacun calcule qu'il ne peut pas se permettre de résister. C'est un modèle qui fonctionne parfaitement quand les cibles restent séparées. Mais voilà le point de bascule. À force de pousser chaque allié à ses limites, Trump n'obtient pas la soumission qu'il cherche. Il obtient la jonction. Les cibles isolées commencent à se regarder, à se reconnaître dans la même situation et à trouver une logique commune. Le Canada appelle Bruxelles, l'Europe appelle Ottawa, le Danemark coordonne avec les deux, et le réseau que Trump craignait le plus, une alliance de démocraties qui ont fait le calcul de sa prévisibilité et décidé de s'en affranchir, commence à prendre forme. Il l'assemble lui-même, bloc par bloc, insulte par insulte. Un expert canadien en sécurité internationale, consultant auprès de gouvernements de plusieurs pays du G20, l'a formulé avec une précision qui mérite d'être entendue. Il a dit que le discours de Davos de Carney n'était pas une réponse à Trump. C'était un appel à l'action pour les puissances moyennes du monde entier. Cessez de chercher à apaiser une relation qui ne peut plus être apaisée et construisez votre propre avenir. Cet appel est en train d'être entendu en temps réel. Carney avait prévu d'assister personnellement à l'ensemble de ces signatures à Munich. Il devait rencontrer les dirigeants du Groenland, du Danemark, de l'Ukraine, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Finlande, de la Norvège et une délégation de sénateurs américains. C'était son moment, sa scène dans l'histoire diplomatique. Une fusillade de masse en Colombie-Britannique l'a contraint à rentrer au Canada. Il a annulé, sans hésitation. Il a laissé les signatures se faire en son absence et il est rentré chez lui, parce qu'il est Premier ministre d'un pays avant d'être un architecte de l'histoire mondiale. Et ce choix, que l'on aurait pu considérer comme une occasion manquée, a produit quelque chose d'inattendu. Le monde entier a pris note. Un dirigeant qui sacrifie son moment de gloire diplomatique pour rentrer au moment où son peuple souffre, ça aussi, c'est un signal. Un signal sur le type d'homme auquel l'Europe et les autres alliés ont affaire. Les accords ont été signés de toute façon et la crédibilité de Carney en est sortie renforcée. 3 scénarios sont maintenant sur la table. Soyons directs sur ce que chacun implique. Premier scénario, la pression économique finit par faire plier Washington, pas Trump lui-même, mais les acteurs économiques qui l'entourent. Les entreprises de défense américaines regardent des contrats de sous-marins et de chasseurs migrer vers des concurrents européens et sud-coréens. Les raffineries américaines voient le GNL canadien s'orienter vers l'Asie au lieu d'alimenter leurs terminaux. Les gouverneurs républicains des États frontières constatent les ruptures dans des chaînes d'approvisionnement qui nourrissaient leurs économies. Ces acteurs font du lobbying, pas pour défendre une vision de l'Occident, pour défendre leur bilan. Et sous cette pression, un sommet est convenu. Carney, pragmatique, offre une sortie honorable. La relation se normalise, mais les partenariats européens et les accords de Munich restent. Le Canada a diversifié, et cette diversification est permanente. Ce n'est pas un retour à la normale, c'est une nouvelle normalité. Deuxième scénario. La réussite du Canada inspire les autres puissances moyennes à accélérer leur propre reconfiguration. L'Australie, qui reçoit Carney pour une adresse au Parlement en mars 2026, approfondit sa coordination. Le Royaume-Uni, en observant la capacité du Canada à accéder au programme SAFE et à la table de l'Eurogroupe, accélère sa propre réintégration avec les structures de défense européennes. Le Japon et la Corée du Sud, qui se disputent le contrat de sous-marin canadien, approfondissent leur partenariat à travers le Pacifique. Le réseau devient auto-renforçant. Chaque nouveau nœud renforce l'ensemble. Et Washington se retrouve dans un monde où il est encore la plus grande économie individuelle, mais où il n'est plus l'axe autour duquel l'ordre occidental tourne. Ce scénario est le plus dangereux pour Washington, pas parce qu'il implique un affrontement direct, parce qu'il implique une obsolescence progressive. Troisième scénario. Trump choisit l'escalade. Il menace de suspendre le partage de renseignements dans le cadre de Five Eyes. Il presse les alliés de l'OTAN de choisir entre Washington et le cadre Canada-UE.
Il traite l'adhésion canadienne au programme SAFE comme un acte hostile nécessitant une réponse formelle. C'est le scénario que personne ne veut nommer à voix haute, parce que le nommer, c'est lui donner une réalité. Mais après les menaces d'annexion du Groenland, après avoir qualifié le Canada de menace pour la sécurité nationale américaine, la normalité a quitté le bâtiment bien avant cette semaine. Résumé honnête. Premier scénario, probable et douloureux pour tous. Deuxième scénario, le plus transformateur à long terme. Troisième scénario, souhaitable à éviter pour l'intégrité du monde occidental. Maintenant parlons de vous, directement. Si vous vivez aux États-Unis, cette reconfiguration a un coût qui va atteindre votre vie quotidienne. Des contrats de défense qui allaient à des entreprises américaines sont maintenant soumis à des appels d'offres ouverts à des concurrents européens et asiatiques. Des chaînes d'approvisionnement construites sur l'hypothèse d'une intégration Canada-États-Unis sans friction sont en train d'être reconfigurées. Et voici la mécanique économique pure. Une fois qu'une entreprise a réorganisé sa chaîne autour d'un nouveau partenaire, elle ne réorganise pas en sens inverse quand le climat politique s'améliore. Les emplois suivent les nouveaux circuits et ils ne reviennent pas. Si vous vivez en Europe, cette semaine est une validation, la preuve que la stratégie d'autonomie défensive n'est pas une trahison de l'OTAN, mais une nécessité structurelle. Le Canada vient de vous dire que vous n'êtes pas seul à vouloir construire une architecture de sécurité qui ne repose pas entièrement sur la fiabilité d'une seule capitale. Si vous vivez dans un pays émergent, regardez attentivement ce qui se passe, parce que la recomposition en cours détermine qui fixera les règles des technologies, des minerais et du commerce numérique dans les 30 prochaines années. Il y a une phrase que l'on attribue aux stratèges prussiens du 19e siècle. L'ennemi que vous méprisez est l'ennemi qui vous surprend. Trump a méprisé Carney. Il a vu un premier ministre récemment élu d'un pays de 40 millions d'habitants. Il a vu une économie dépendante à plus de 70% de ses exportations vers les États-Unis. Il a vu une cible facile, prévisible, condamnée à courber l'échine. Il n'a pas vu l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il n'a pas vu l'homme qui avait déjà signé le partenariat avec l'UE 9 mois avant Davos. Il n'a pas vu les appels cryptés vers Bruxelles, Munich et Tokyo qui se tenaient pendant que les insultes se produisaient. Il n'a pas vu que le mépris lui-même était l'arme que Carney attendait. Voici la vraie question que vous devez emporter avec vous ce soir. Mark Carney a-t-il démantelé la domination stratégique américaine sur l'Occident? Ou Donald Trump l'a-t-il fait lui-même et Carney ramasse simplement les pièces pour construire autre chose? Je vous laisse avec cette question, parce qu'elle n'a pas encore de réponse définitive. Ce que nous savons avec certitude, la relation entre les États-Unis et le Canada ne retrouvera jamais la forme qu'elle avait en janvier 2026, même si Trump quitte le pouvoir demain, même si son successeur appelle Carney le premier jour. La leçon a été apprise. Un pays ne peut pas mettre tous ses œufs stratégiques dans un seul panier. Le Canada a des options, et maintenant le monde entier sait que le Canada est prêt à les exercer. Carney n'a pas cherché ce combat. Il n'en voulait pas. Il voulait gouverner un pays. Mais quand ce combat est arrivé, il l'a traité comme ce qu'il était. Non pas un problème politique, mais un problème d'ingénierie institutionnelle. Et il l'a résolu avec la précision froide d'un banquier central qui ne confond jamais la colère avec l'action. Trump regarde le prochain rallye. Carney regarde la prochaine décennie. Et en ce moment, la prochaine décennie se construit à Bruxelles, à Munich, à Canberra, partout sauf à Washington. Le monde que vous habitiez la semaine dernière n'existe plus. Ce script était une analyse. Ce qui vient ensuite est de l'histoire. Ce contenu est une analyse géopolitique à but informatif. Il ne constitue pas un conseil financier, juridique ou stratégique.